Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 42. Mauvais timing. L'épisode de la bataille des Saules de 377 est un épisode méconnu de l'histoire romaine. Une bataille parmi tant d'autres du IVe siècle entre barbares et romains, sans vrai vainqueur ni vaincu. Mais ce match nul passe mal dans la mentalité de l'époque. C'est un raté inexplicable et difficile à digérer pour l'Empire. Parce que les Latins adorent se la raconter au sujet des soi-disant barbares. Pour un Romain, la normalité, c'est que l'intelligence, la bravoure et la discipline des Romains doivent leur permettre de toujours triompher contre de vulgaires sauvages désorganisés. Dans l'Empire au IVe siècle, on ne s'attend qu'à de belles victoires, même en infériorité numérique. Sans se rendre compte, ou sans vouloir regarder la triste réalité, que l'écrasante supériorité stratégique des Romains sur leurs voisins n'est plus tout à fait d'actualité, aussi courageux et beau gosse soit-il. Et la prise de conscience de 378 va être rude, comme nous allons le découvrir dans cet épisode. Ce qu'il y a de bizarre avec les Romains du IVe siècle, c'est qu'en dépit de décennies à vivre à proximité des peuples barbares, la conviction profonde de la supériorité éternelle de leurs armées sur celle de leurs voisins ne les a jamais quittés. Une idée fixe, bien ancrée depuis des siècles, et qui n'est peut-être pas pour rien dans les décisions un peu saugrenues prises parfois par les Romains quand il s'agit de conflits avec les barbares. C'est d'ailleurs l'explication la plus logique à cette fameuse bataille des Saules, où Trajan et ses hommes, en grande infériorité numérique et sans avantage de terrain, décident d'attaquer des ennemis trop puissants pour eux avec une charge frontale. Une bourde monumentale qui va quasiment provoquer la destruction de l'armée romaine qui s'est confrontée à beaucoup trop fort pour elle. Idem la séquence qui suit, lorsque l'empereur Valens convoque le dit Trajan à Constantinople pour lui passer un savon et l'accuser de lâcheté. Ce qui constitue un reproche assez inexplicable au vu des circonstances, puisque c'est plutôt le manque de prudence qu'on devrait lui reprocher. Trajan s'en sortira avec une simple rétrogradation finalement. Mais cette mise au placard, pour une raison qui n'a rien à voir avec la réalité, souligne encore que dans la mentalité romaine, perdre contre une bande de barbares est fondamentalement une idée impensable. Encore une belle preuve de leadership éclairé de Valens, qui a déjà oublié que c'est lui-même qui a eu la brillante idée d'inviter les Goths sur le territoire de l'Empire. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les empereurs peu inspirés. Ils osent tout. Les Goths vont maintenant pleinement profiter de leur escapade balnéaire en passant plusieurs mois à piller allègrement le pays où on a eu la gentillesse de les inviter. Et cela à quelques centaines de kilomètres seulement de la capitale, Constantinople, sans que personne ne soit plus capable de les arrêter. Par contre, il est seulement 378 après JC. C'est déjà l'heure des invasions barbares qui vont enfin mettre la puissance romaine par terre ? Ou bien ces Gauls-là ont juste un peu d'avance ? D'abord, l'Empire romain est loin d'être mort. Et surtout, l'Empire d'Orient d'ailleurs, qui officiellement va mettre encore un bon millénaire avant de disparaître. Mais surtout, et on l'a dit, tout est faux, ou presque, dans le mot « invasion barbare », et l'épisode des Goths des années 70 le prouve assez bien. Pour commencer, il n'y a pas eu la moindre invasion dans cette histoire. Les Goths qui viennent de mettre en échec l'armée romaine de Trajan et de Ricomère ne sont pas des envahisseurs débarquant dans l'Empire le couteau entre les dents. Valens a accueilli volontairement l'installation de dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants pour des raisons de politique interne avant tout. Les Goths sont des immigrants légaux,
acceptés en territoire romain comme tant d'autres barbares avant eux, et à qui on a donné des terres et demandé de les mettre en valeur, sous l'autorité de Rome. Personne n'a brûlé de poste frontière, ni falsifié de passeport dans cette histoire. Quant au qualificatif barbare, là encore, on peut en discuter. Oui, les Goths ont gardé leur culture tribale, leur chef, leur langue. Mais ils sont culturellement plus proches désormais des Romains qu'on ne peut se l'imaginer. Un simple exemple. Une grande partie d'entre eux s'est convertie au christianisme, et plus précisément à la version dite omeyyenne de l'arianisme, via un missionnaire né au sein de leur peuple au début du IVe siècle. Et puis, c'est aussi militairement que les Goths s'intègrent progressivement, eux qui ont déjà des décennies d'expérience en tant que mercenaires au service de Rome. Les migrants des dernières années ont été d'ailleurs équipés et préparés pour rejoindre les bataillons d'auxiliaires que Valens constitue précisément pour sa prochaine campagne en Mésopotamie. Donc, les Goths installés depuis 376 ne sont pas étrangers à la culture ou à l'organisation romaine. Ils restent des barbares indépendants, mais leurs liens sont nombreux et étroits avec l'Empire, culturellement, religieusement et militairement. Oui, donc comme tu l'as raconté la dernière fois, c'est beaucoup plus une rébellion interne, voire un début de guerre civile, qu'une invasion, cette histoire de 377. C'est un peuple de l'Empire, au sein de l'Empire, qui se rebelle contre l'autorité suprême de l'empereur à cause du mauvais traitement dont elle estime être victime. Une sorte de confédération gothique terriblement en colère, en quelque sorte. C'est loin des poncifs habituels sur des envahisseurs fous furieux qui débarquent pour tout brûler. Mais au final, cela ne change pas le problème pour l'autorité centrale, devant cette rébellion qui lui pète à la figure à quelques centaines de kilomètres de sa capitale. D'autant que Valens ne peut plus trop compter immédiatement sur Gratien pour régler son affaire. Et non, car à l'ouest, si Mérobo a décidé de contrevenir aux ordres et de garder le gros des troupes sur le Rhin en 377, c'est quand même pour la bonne cause. Ce qui explique peut-être pourquoi il va s'en tirer à si bon compte et continuer tranquillement son service auprès de Gratien. Car on apprend début 378 qu'une confédération d'Alamans nommée l'Ancien a entendu la rumeur du départ de l'armée pour l'Est et a décidé d'en profiter pour aller piller la Gaule avec une armée géante. Et en février de cette année-là, lorsqu'il décide de passer le Rhin gelé du côté de Mulhouse pour déferler sur la Gaule, soi-disant vide de soldats tous partis pour l'Orient, eh bien, mauvaise pioche et mauvais timing pour les Alamans, grâce à la prévoyance sournoise du maître de la milice Mérobo. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Ammien Marcellin. Mais peut-être est-ce encore là juste une rumeur, et que le plan était 100% approuvé par l'empereur. Il n'y a peut-être eu aucune désertion de masse en fait, et Gratien avait probablement approuvé l'envoi d'un corps très réduit à l'aide de son oncle, conscient que les menaces bien réelles sur le Rhin nécessitaient de garder un maximum de troupes en Gaule. Alors, est-ce que le corps expéditionnaire de Ricomère n'était qu'une opération de relations publiques envers l'empereur Valens ? Peut-être. Mais que toute cette mascarade se soit passée dans le dos de Gratien, ou que l'empereur de l'Ouest ait décidé de passer pour un imbécile avec cette pseudo-trahison pour ne pas fâcher son oncle, ne change pas le problème pour sa réputation. Car finalement, la rumeur s'impose, concordante avec d'autres bruits à son sujet, que c'est son armée qui contrôle Gratien, bien plus que lui ne la contrôle. Quoi qu'il en soit, le fils de Valentinien Ier dispose donc début 377, grâce à la prévoyance de son chef de la milice et consul de l'année, d'un bon stock de troupes, et peut ainsi monter une armée de défense au printemps pour repousser l'offensive monstre sur le Rhin des Alamans. En mai 378, l'armée romaine affronte donc une invasion géante de dizaines de milliers de combattants. Et à la bataille d'Argentovaria, située dans la banlieue de la ville moderne de Colmar en Alsace, l'armée impériale anéantit l'offensive barbare et remet en sécurité toute la partie ouest de l'Empire. Bien joué Mérobo donc. Enfin, si c'est bien lui le marionnettiste derrière cette victoire. Et bien joué les deux commandants en chef de l'armée romaine qui ont réalisé l'exploit sur le terrain que d'écraser cette armée alémanique géante qui rappelait les pires heures du IIIe siècle. Deux chefs d'armée qui s'appellent Nanienus, officier romain supérieur classique derrière nous, et un autre général, un officier franc nommé Malobaude, désigné pour sa part comme comte militaire romain et plus étrange comme roi des Francs. Une appellation
double très bizarre qui a fait couler beaucoup d'encre chez les historiens depuis 1700 ans. Comment cet homme peut-il être affublé en même temps de deux titres absolument contradictoires, à savoir un grade officiel dans l'armée romaine de comte militaire et en même temps d'une appellation littéralement barbare aux oreilles des Romains de roi? Un véritable mystère qu'on explorera dans un épisode bonus, mais qui souligne de manière criante qu'en cette fin de IVe siècle, les frontières entre monde militaire barbare et romain sont tout de même de plus en plus floues. Drôle d'histoire, c'est sûr. On voit mal comment un homme pourrait tenir les deux rôles en même temps, à savoir chef politique d'un peuple indépendant, fédéré ou allié de Rome, et au même moment être un militaire romain obéissant à la hiérarchie et aux règles de l'armée romaine. Le « en même temps » a ses limites, même à l'époque romaine. Enfin, cela fait quand même réfléchir sur l'étanchéité des frontières entre les mondes barbares et romains. Mais pendant ce temps-là, que se passait-il chez les Goths ? En tout état de cause, le problème Goth n'est sûrement pas réglé à ce stade et tourne littéralement à l'impasse. Les réfugiés goths continuent de ravager les régions situées entre les Balkans et la Bulgarie moderne durant le printemps 378, en cherchant désespérément de quoi survivre. Leur armée, suivie du convoi de chariots remplis de civils, s'attaque à toutes les réserves de vivres qu'elle trouve sur sa route, en pillant tout ce qu'elle peut, pour essayer de survivre juste un jour de plus. Côté romain, l'empereur refuse de négocier pour trouver une solution au problème dont ils sont un peu les auteurs. Droit dans ses bottes, Valens reste pourtant incapable d'empêcher les Goths de ravager son territoire, ce qui n'est pas merveilleux, ni pour la stabilité de son empire, ni pour son image de marque. Alors, les Romains ont bien tenté de les affamer, en leur coupant le ravitaillement et en les bloquant sur des territoires réduits, mais sans trop de succès. D'ailleurs, la pression continue des Huns à l'est amplifie encore le problème, avec l'arrivée continue de nouveaux migrants qui rejoignent le groupe de 376. De nouvelles troupes, notamment de cavalerie, débarquant en masse des plaines de l'Est, tentant eux aussi leur chance en terre d'empire, avec la frontière mal défendue sur le Danube. Alors, les Romains ont bien enregistré quelques succès pour contrer ces bandes en maraude, en tout cas les plus aventureuses, et en marquant des victoires tactiques limitées. On retrouve d'ailleurs notre général Sébastien, l'ancien collègue de Mérobeau à l'ouest, dont il s'est débarrassé par une feinte pour mettre le petit Valentinien II sur le trône en 375, et qui s'est fait recruter par Valens. Mais l'affaire ne se règle pas, et le désespoir des Goths ne fait qu'augmenter avec cette impasse, au point qu'à l'été 378, et à bout de ressources pour nourrir leur peuple affamé, les chefs Goths se décident à tenter le tout pour le tout, et foncent en direction de Constantinople cette fois, histoire de trouver une solution à leur errance sans fin. Ce qui tombe bien, car Valens a décidé pour sa part de quitter la Syrie cette même année pour régler le problème lui-même. Tant pis pour la campagne contre les Sassanides qui devra attendre. Il faut mettre les grands moyens pour le problème Goth. Et tant mieux puisque le neveu Gratien lui aussi, une fois la menace alémanique éradiquée, s'est mis en route pour assister son oncle, peut-être pris de remords avec l'échec de sa première armée de renfort l'année précédente. En 378, Gratien laisse Mérobeau derrière lui dans son palais de Trèves et il emmène Ricomère et une véritable armée qu'il mène en personne vers le front de l'Est. Été 378. C'est sûr, ça va enfin être l'heure du règlement de compte entre Goths et Romains. Si on n'a pas de détails précis sur l'armée de Gratien, Valens, lui, mobilise ses meilleures unités du front Est pour écraser la vermine goth. Faut dire qu'il a quand même un double problème sur les bras à ce stade. Non seulement ses provinces partent en flammes, mais en plus la frontière du Danube est une vraie passoire. Donc Valens a la pression pour colmater la brèche, vu que les rumeurs à propos de ceux qui suivent les Visigoths sont pas top quand même. Les comment déjà ? Ah oui, là, un peuple un peu binaire. Vous avez deviné bien sûr, il s'agit des Huns. Bien sûr, nous on sait, mais à l'époque, il est fort probable que le citoyen lambda se soit candidement demandé qui étaient ceux qui étaient fiers de ne pas savoir compter jusqu'à 3. Peut-être même qu'ils se sont dit qu'ils n'étaient pas aussi méchants qu'on le disait. Que tout ça, c'était que des falsis rumoribus, des fake news quoi. Qu'il fallait pas croire tout ce qu'on disait à la taverne. En ce mois d'août, l'empereur Valens a réussi à regrouper son armée orientale près de la ville d'Edirne, en Turquie,
à la frontière avec la Grèce et la Bulgarie actuelle. C'est un point stratégique situé sur une large rivière qui contrôle l'accès à la péninsule du Bosphore et donc à la capitale Constantinople. Gratien, lui, est encore loin, vu que sa campagne a mis du temps à démarrer suite à sa victoire contre les Alamans en mai, mais il arrive lui aussi. Le plan, c'est que les deux empereurs fassent leur jonction pour réduire à néant une bonne fois pour toutes cette rébellion. En attendant l'union des forces romaines, les historiens estiment que les deux armées ennemies en présence, qui se font face cette année-là, sont de taille relativement équivalente. L'armée de Valens compte apparemment plusieurs légions et un nombre équivalent d'auxiliaires, soit une masse d'hommes comprise entre 15 et 20 000 soldats. Une armée de vétérans, composée des meilleures unités de l'armée d'Orient et de tout l'état-major de Valens au grand complet. Les Sébastiens, les Trajans, remis de sa disgrâce de la bataille des Saules, les Victor, grand maître de la cavalerie d'origine sarmate ayant servi sous Constance II et sous Julien. Tout le gratin militaire de l'Est est là. Quant aux Goths, les avis divergent, mais on parle là aussi d'une force équivalente ou légèrement inférieure à celle des Romains, positionnée à une vingtaine de kilomètres au nord des Dyrnes. Les éclaireurs de Valens n'ont rapporté qu'une masse limitée d'infanterie goth à proximité de la ville, car la cavalerie, et notamment les nouveaux hommes de l'Est venus récemment rejoindre l'armée goth, sont encore au loin, à piller les campagnes pour rafler du ravitaillement. Pour l'empereur Valens, aucun doute, c'est donc le moment de frapper son grand coup et de réduire à néant cette plaie qui lui pourrit son empire depuis 2 ans. D'abord, parce que cette fois, l'arithmétique semble être de son côté, ce qui n'est pas si fréquent comme situation face à des barbares. Et puis aussi, parce qu'il est temps que Valens montre de quel bois il se chauffe. Dans cette guerre, Valens commence sans doute à trouver qu'il ne brille pas à son avantage quand même. Ses généraux comme Sébastien ont eu du succès, limité certes, mais réel. Son neveu Gratien, lui, vient de frapper un grand coup à l'ouest contre les Alamans, gagnant un prestige formidable. Valentinian, son grand frère, disposait d'une superbe réputation en son temps. Et ça, c'est un problème pour Valens. Donc début août, l'empereur de l'Est a pris sa décision. Lui, qui n'a jamais brillé par ses succès militaires, se dit qu'il est temps qu'il renvoie Go au tapis, pour qu'on le prenne enfin au sérieux. Rappelez-vous, il n'est monté sur le trône que parce que son grand frère, Valentinien, l'a choisi, comme numéro 2, histoire d'être sûr d'avoir un co-empereur 100% fiable. La star de l'armée, c'était Valentinien. Valens, lui, personne ne sait trop ce qu'il vaut. Et peut-être même que discrètement derrière son dos, tout le monde dit pas grand-chose. Et puis cette plaie des Goths sur l'Empire, c'était un peu son idée à la base. Il doit probablement être peu fier de sa décision et vouloir racheter sa boulette. Pas mal de raisons donc pour attaquer rapidement l'armée des Goths. Et pourtant, la logique voudrait quand même qu'on attende d'avoir toutes les cartes en main pour agir avec l'arrivée imminente de Gratien. D'ailleurs, début août, alors que l'armée goth campe au nord des Dyrnes, incapable d'avancer plus loin face au retranchement ultra solide de l'armée impériale, on assiste à un véritable coup de théâtre. Un messager de Gratien se présente au quartier général de Valens. Et pas n'importe quel messager. C'est Ricomère lui-même, le général franc, qui débarque à la cour. Et le message qu'il porte est simple. Gratien arrive. Son armée n'est pas loin. Attendez-nous. Alors, pourquoi un messager aussi prestigieux que Ricomère, comte des domestiques? Difficile à dire. Et peut-être qu'il n'y a pas de raison particulière. Mais Ricomère est un homme connu à l'Est, un général avec du crédit qui s'est déjà battu avec les officiers de Valens. Sa parole a forcément plus de poids que celle de n'importe quel quidam. Peut-être Gratien et son entourage pressentent que l'oncle est tenté de la jouer solo. Une idée inquiétante au vu des résultats des années précédentes à la bataille des Saules. Et puis, ça serait sacrément dommage, alors que toute l'armée de l'Ouest vient de couvrir 5000 km pour participer à ce massacre, que les Orientaux attaquent seuls. Devant cette nouvelle surprise, Valens provoque donc un conseil de guerre avec tous ses officiers pour décider de la marche à suivre. Officiers qui vont se séparer en 2 camps. Notre fameux Sébastien, l'ancien collègue de Mérobeau, pousse à l'offensive immédiate. On a une armée de choc côté romain. Les Goths sont fatigués, leur cavalerie est absente. Pourquoi attendre, d'autant que les problèmes de ravitaillement sont bien réels dans cette région dévastée et que l'armée romaine en souffre déjà, comme de la soif du fait d'une chaleur écrasante
durant cet été 378. Mais il y a un autre camp parmi les officiers, dirigé notamment par le général de la cavalerie Victor, le Sarmate. Un camp dont fait indubitablement partie Ricomer et qui supplie l'empereur d'attendre l'arrivée de l'armée de Gratien. Victor, comme Ricomer, tous deux d'origine barbare, ne méprisent pas les armées adverses et eux ont bien compris que les Goths sont des ennemis sérieux, bien entraînés et bien équipés. Ces officiers implorent Valens de ne rien tenter d'inconsidéré, alors qu'on est sûr de gagner avec Gratien qui n'est qu'à quelques semaines de marche et que les Goths souffrent encore plus que les Romains du manque de ravitaillement. Mais la prudence ne va pas marcher. Comme on l'a dit, Valens a ses propres raisons de livrer bataille immédiatement. Le 9 août 378, il laisse son trésor et ses retranchements dans la ville fortifiée et il marche vers le nord pour défier l'armée goth. Des Goths qui, devant l'avance décidée des Romains, prennent peur et envoient des messagers illicaux pour tenter d'obtenir une trêve. Et quand les Goths réalisent qu'ils vont se faire ratatiner, les Goths tiquent et tentent le coup de la bonne vieille trêve de dernière minute. Et dans ce cas précis, ça aurait pu marcher. Car, on le redit, ce n'est pas vraiment une invasion des Goths en 378. C'est une rébellion pour trouver une place et des moyens de vivre, ou plutôt de survivre au sein de l'Empire. On peut donc imaginer que ça peut se régler pacifiquement, avec un minimum de compromis et de sang, si tout le monde fait preuve d'un peu de bonne volonté. Ou alors, les Goths nous la jouent comme l'année précédente, à la bataille des Saules, et gagnent du temps pour rapatrier un max de troupes de cavalerie partis fourrager pour rééquilibrer le rapport de force. Est-ce que ce serait une feinte ? Manœuvre dilatoire ou non, on commence à palabrer entre les deux camps. Les Goths déclarent bien vouloir se soumettre aux Romains, mais exigent qu'on les laisse vivre en paix dans une province au sud du Danube, n'importe laquelle. Ils sont prêts à discuter et à chercher un terrain d'entente raisonnable sur cette base-là, histoire que tout le monde puisse vivre en paix et que l'empereur puisse aller s'occuper de ses vrais ennemis à l'est, les Perses sassanides. C'est le marchandage habituel donc, pour éviter le quitte ou double de la bataille rangée qui apparemment inquiète le commandement des Goths, conscient de leur infériorité si la bataille devait s'engager. Et pour sécuriser les deux camps, les Goths proposent même qu'on échange des hommes importants, des otages livrés de part et d'autre pour garantir l'honnêteté des négociations. Alors, devant des gages aussi sérieux côté Goths, le parti de la prudence semble reprendre du poil de la bête côté romain. Le haut commandement de Valence se réunit à nouveau et décide finalement de donner une chance à la négociation. Et à l'unanimité, l'état-major décide de confier cette mission un peu casse-cou à un certain général nommé Equitus, de la famille même de Valence et qui semble le candidat idéal pour sécuriser les pourparlers. Et une bonne idée que notre Equitus décide de poliment refuser. Certainement qu'il s'est dit que ce n'était pas trop équitable. Du genre, ouais mais non en fait, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre, je suis pas le mieux placé. Equitus a surtout peur pour sa vie, ce qui peut facilement se comprendre. Le gars s'est déjà retrouvé prisonnier des Goths 2 ans avant, et il ne doit pas avoir vraiment envie de revivre l'expérience, si vous voulez mon avis. D'autant que si ça part en vrille, le destin d'otage est rarement enviable. On finit souvent les pieds devant après d'atroces tortures. Et oui, à l'époque, Stockholm n'existait pas encore, et visiblement, le syndrome éponyme non plus. Donc retour à la case départ et renégociation au sein de la cour impériale pour trouver un autre candidat crédible. Jusqu'à ce que, décidément homme improbable, Ricomer lui-même se porte volontaire. Notre Franc décide que cette fois, c'est sa chance de briller, avec une action d'éclat vraiment courageuse. Ce qui laisse entendre tout de même que notre homme n'était pas une chiffre molle et qu'il devait vraiment avoir un mauvais pressentiment sur les opérations militaires en cours. Ricomer a-t-il perçu l'arrogance absurde du commandement de l'Est et l'impréparation totale de cette armée à défier la menace goth ? C'est possible. Et ça pourrait expliquer pourquoi, 2 fois d'affilée, il agit comme le dernier élément perturbateur pour empêcher que l'armée de Valence ne se mette en marche vers la catastrophe. En tout état de cause, rien ne va y faire. Alors qu'il se prépare à partir pour les lignes ennemies, une partie des troupes de Valence s'est déjà mise en marche en direction du camp des Goths, sans attendre les ordres et sans doute à bout de nerfs et à moitié morte de soif. Et ces hommes démarrent ainsi la bataille en rompant de fait les négociations. La médiation de Ricomer n'aura donc pas lieu.
pas plus que le triomphe de Valence. Car l'attaque initialement à succès de l'infanterie romaine va vite buter sur l'infanterie gothe, tout à fait solide et bien retranchée autour de son camp. Le premier assaut est repoussé, mais cela lance l'offensive tous azimuts des Romains contre ce noyau dur qui enveloppe par les ailes le camp des ennemis. Un encerclement qui pourrait briser la défense des Goths, notamment avec des Romains en supériorité numérique, sauf si évidemment, la cavalerie gothe décidait de revenir pile à ce moment-là pour submerger l'aile gauche des Romains, totalement engagés dans le corps à corps contre les lignes retranchées des ennemis et incapables de résister à une charge venant les percuter dans le dos. Un renfort de poids que n'avait pas anticipé Valens, vu que ses éclaireurs n'avaient rien vu venir. Mais un renfort parfaitement anticipé par l'armée gothe, qui avait donc bien fait traîner les négociations assez longtemps apparemment, pour disposer de l'atout majeur au pire moment pour les Romains. Mauvais timing, diront certains. Et ce 9 août 378, à la bataille connue sous le nom antique de la ville d'Édirne, qu'on appelait à l'époque Andrinople, l'armée romaine se fait encercler puis anéantir en l'espace d'une journée. Et pas seulement l'armée d'Orient. Ses généraux principaux disparaissent eux aussi, à commencer par Sébastien, l'ex-collègue de Mérobo, et Trajan, le général de la bataille des Saules, qui meurt ce jour-là avec une foule d'autres personnages illustres et d'officiers supérieurs. Et au premier rang desquels, on ne trouve nul autre que l'empereur Valens lui-même, qui disparaît dans la tourmente et dont on ne retrouvera jamais le corps, perdu avec les milliers d'autres laissés sur le champ de bataille. L'armée romaine est détruite et avec elle, la quasi-totalité du commandement de l'Empire qui vacille littéralement en cette journée d'août 378 à Andrinople. Une défaite retentissante, qui du point de vue du moral, est bien pire que Teutobourg sous Auguste ou la bataille des Abribus en 250, avec la mort d'Œdesse. Car pour les auteurs antiques, comme pour les historiens du 19e et 20e siècle, ce désastre est considéré, avec un peu d'exagération, comme le début de la fin de l'Empire romain. Ce qui est inexact, car même si Sébastien a fini de faire tourner les serviettes et que l'Empire a subi un coup terrible le 9 août 378 à Andrinople, aux portes de Constantinople, il n'est pas près de mourir, comme on le sait bien pour notre part. Une grosse déroute, oui, et qui annonce les temps difficiles du 5e siècle, mais pas la fin des Phabae. Tous les soldats, tous les officiers, toutes les armées de l'Empire n'ont pas été anéanties ce jour-là. Soit qu'elles n'étaient pas sur le champ de bataille, soit qu'ils aient réussi à se tirer de la boucherie qui a suivi la déroute. Car dans les quelques survivants de la catastrophe qui regagnent la ville d'Andrinople le soir du 9 août, aussi improbable que cela puisse sembler, on retrouve à nouveau un certain général franc, courageux mais malin, Ricci, qui probablement, à l'issue d'un effort homérique, a réussi à s'enfuir et sauver sa peau. L'Empire romain a donc perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre, et il n'a pas non plus dit son dernier mot. Éric Omer non plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur méropodcast.fr, @gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.